Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un commentateur qui a bien l'intention de vous donner le frisson la saison prochaine sur Canal+. Son visage, vous ne le connaissez peut-être pas puisqu'il vient d'arriver et vous allez voir que lui, il n'a pas envoyé une simple lettre de motivation aux ressources humaines. Bonjour Alexandra Rojo. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous avez remporté l'émission Au Micro, la toute première édition de ce programme diffusé sur Canal+. C'était vendredi dernier que vous avez remporté ce programme. C'est un concours de commentaires sportifs au cours duquel vous avez dû relever un certain nombre de défis face à 30 autres candidats qui étaient face à vous, qui ont passé des sélections dans plusieurs villes en France. Avant de revenir sur cette incroyable aventure et surtout de vous projeter aussi sur cet avenir qui va se dessiner au sein de la chaîne cryptée, comment vous avez vécu ces derniers jours? Depuis vendredi, est-ce que vous êtes toujours sur un petit nuage ou vous en êtes un petit peu redescendu? Non, on est forcément directement sur le nuage parce que voilà, les choses sont pas du tout spoil. Il y a eu énormément de rétention d'informations côté Canal pour s'assurer que le jour de la finale, vraiment, on découvre finalement qui est le vainqueur. Donc voilà, forcément, c'est très dur de s'en rendre compte, de réaliser parce qu'on rentre dans une rédaction. Mais j'ai eu la chance que Canal m'a rapidement accueilli dans leurs locaux pour me présenter l'intégralité de la rédaction. Et forcément, ça m'a redescendu sur terre. Mais je profite encore que les gens m'envoient des messages pour me féliciter. Donc c'est cool. Ouais, parce que alors, vous avez eu le temps un peu de vous poser depuis ces derniers jours. Parce que alors, ce week-end, ça a été chargé entre Wembley, votre apparition dans le Canal Champions Club. C'est beaucoup d'un coup, là. Oui, c'est fou. Ouais. Déjà, quand on nous a annoncé qu'on était invité pour aller à la finale de Ligue des Champions, c'était extraordinaire. Moi, j'en avais jamais fait. Donc, en plus du rêve de devenir commentateur, on nous permet, en tant que fan de foot, de vivre le rêve de celui qui a envie de voir le Real Madrid, de voir cette affiche extraordinaire samedi. Et puis, en plus, on m'a invité à aller sur le Canal Champions Club. Donc, c'est un privilège que beaucoup de journalistes aimeraient avoir. Donc, ça, j'en suis très reconnaissant. Et avant même de devenir commentateur sportif, vous alliez très souvent dans les stades de football pour assister à des matchs avec des amis, etc. Comment vous consommiez avant cette matière qu'est le football? Énormément. Le football, beaucoup. J'ai la chance de vivre à Boulogne, donc forcément la ville du Paris Saint-Germain, très facile, très accessible. Porte d'Auteuil, c'est ça, exactement. Donc le stade du Parc des Princes, c'est un stade que j'avais l'habitude de visiter. Et puis j'ai même fait pas mal de déplacements avec des gens de ma famille à Lisbonne pour voir les matchs du Benfica à Lisbonne, donc le club là-bas au Portugal, parce que j'adore ça, les matchs de Ligue des Champions, etc. Donc forcément, aller au Portugal, c'est moins fréquent, mais c'est toujours un plaisir d'aller au stade et c'était déjà quelque chose que je consommais depuis longtemps. Alors Alexandre, en remportant cette émission Au Micro sur Canal+, vous n'avez pas fait que... Où ça nous mène. Et quel championnat vous allez couvrir? Ce sera que la Ligue des Champions? Alors il y a plein de choses chez Canal. Moi j'ai envie de dire que je suis au service du collectif, comme on dit beaucoup dans le football. Mais non, ce qui est prévu c'est les compétitions européennes qui sont ce qui sera couvert par Canal+ l'année prochaine. Il y a 546 matchs de Ligue des Champions l'année prochaine sur Canal+, donc forcément il y aura de la place. Donc ça peut être la Ligue des Champions, l'Europa League, ça pourrait être de la Conference League. Il y a aussi de la Saudi League sur Canal+. Il y a plein de choses. Il y a des matchs de pré-saison. Donc voilà, on verra. Mais ce sera sur le football, ça c'est sûr. Et comment la répartition des matchs va-t-elle se faire? Est-ce que vous allez pouvoir dire bon écoutez, moi je viens d'arriver certes, mais j'ai envie de me faire un petit PSG Real? Ah non, pas du tout. Là, place aux anciens, c'est ça? Pas du tout. Non, c'est même pas place aux anciens, c'est vraiment place à Grégory Novak qui sera qui est rédacteur en chef côté football et à Thomas Sénécal, directeur des sports. Voilà, toutes ces personnes-là, il y a des gens qui gèrent la rédaction et qui le feront comme pour tous les autres journalistes. Je sais que j'ai peu d'expérience, que je viens pour apprendre, je le répète vraiment. Pour moi, c'est important parce que c'est vraiment ça aussi, c'est découvrir ce métier de l'intérieur, le monde du journaliste, parce que j'ai pas vraiment de bagage journalistique, donc j'ai forcément envie d'en apprendre plein et je laisse aux gens compétents savoir comment est-ce que ce sera la meilleure façon de m'intégrer et de manager mon évolution. Mais vous l'êtes de toute façon compétent. On va en parler dans quelques instants puisque vous avez brillé dans cette émission qui s'appelle Au Micro. C'était la première édition. Mais tout de suite, je vous propose que l'on découvre les news médias présentées par Mathilde Seifer. Allez, on commence les infos médias avec le retour de l'émission des années 2000, emblématique, le Big Deal. Oui, alors je ne sais pas si ça vous parle, Alexandre, mais le Big Deal, c'est le jeu culte présenté par Vincent Lagaffe, où figurait Bill, donc un personnage virtuel animé aux allures d'alien. L'émission battait des records d'audience, 6 millions en moyenne, entre 1998 et 2004 sur TF1. Et alors après 20 ans d'absence, le Big Deal va faire son grand retour en 2025, mais cette fois c'est sur RMC Story. En revanche, le présentateur emblématique
reste inchangé. C'est Vincent Lagaffe qui reprendra bien les rênes de ce programme qui a une place particulière dans son cœur. Je cite « J'ai hâte de débuter les tournages et de proposer ces nouveaux numéros aux téléspectateurs. » Donc il n'y a plus qu'à patienter. Bah oui, nous aussi on a hâte, ça a bercé toute une génération. Vous étiez peut-être un peu jeune quand même. Un peu jeune, 98 à 2004, jusqu'à mes 5 ans, difficile de m'en rappeler, mais forcément c'est emblématique, donc de nom on connaît. Oui. C'est ça, pas d'écran avant 3 ans de toute façon. Et vous Alexandre, est-ce que, alors on a bien compris que vous regardiez le football à la télévision massivement, est-ce que vous regardez d'autres émissions? Est-ce qu'il vous arrive de vous encanailler devant les ch'tis à Mykonos par exemple? Non, pas vraiment. Je suis pas, c'est pas le genre de programme qui m'attire. Mais moi, je regarde beaucoup de choses, notamment du football. Ouais. J'aime beaucoup les documentaires sportifs de toutes sortes. Alors, il y en a beaucoup chez Canal, mais il y en a aussi dans d'autres médias sportifs. Donc moi, je me nourris beaucoup de ça. Et je pense que je suis d'une génération aussi qui se nourrit beaucoup des vidéos sur Internet, des vidéastes qui font plein de choses. Voilà, moi, je suis beaucoup dans la recherche de culture foot et de culture en général aussi. Donc plutôt ce contenu-là, la télé un petit peu moins, mais j'en consomme quand même. Ça correspond aussi à toute une génération. Et puis vous, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais vous êtes un habitué du e-sport. Le e-sport, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est ça. En fait. C'est une niche, c'est quelque chose, c'est un peu l'underground du sport où on fait plein d'autres choses. Alors il y a une communauté qui est forte, mais qui est un peu plus faible, moins reconnue aux yeux des gens. Mais forcément, du coup, on se connaît un petit peu tous et tout le monde crée un petit peu du contenu. Et oui, c'est sûr, c'est complètement décalé par rapport aux médias traditionnels. Allez, on poursuit ces infomédias avec la finale de Koh-Lanta. Oui, alors elle est diffusée ce soir sur TF1, mais rien ne s'est passé comme prévu lors du tournage. C'était en mai 2023 et l'emblématique épreuve des poteaux a été menacée par le typhon Mawar. La production a été contrainte de réduire de 48 heures la durée de l'aventure et de changer 2 fois le lieu de l'épreuve. Donc on le voit sur les images qui sont actuellement diffusées sur TF1 en bande-annonce. L'équipe de production en fait, avait du mal à implanter les poteaux dans la mer. Donc au final, ils ont bien pu être implantés quelque part, mais dans une rivière, à l'abri de la houle et du vent. Et donc du coup, pour connaître le vainqueur, c'est ce soir à 21h. Bon, voilà, les fans de Koh-Lanta pourront être rassurés. Koh-Lanta, c'est une émission d'aventure qui est ponctuée par un certain nombre d'épreuves physiques. Vous, le sport, vous le consommez à la télévision, vous le commentez. Est-ce que vous en faites aussi? Oui, j'en fais. J'aime beaucoup courir maintenant. Et disons que pendant très longtemps, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de football en Ile-de-France. Ça a duré, je pense, 12-13 ans. L'histoire du foot, c'était énorme. Juste au bout d'un moment, quand j'arrivais en école préparatoire, c'était difficile de suivre le rythme, donc j'ai arrêté. Mais vous aviez un bon niveau en football? Ça va, je suis allé jusqu'en PH, donc c'est ok. L'équivalent, en gros, dans le niveau régional, c'est ok, c'est bien avancé, équivalent en division 8, 9, si on part de la Ligue 1. Donc c'est quand même très très loin. C'est 8 échelons sous la Ligue 1. Oui, environ, je pense que c'est ça. Donc non, c'était sympa, mais une fois que ça devient très sérieux, il fallait suivre un gros programme et avec l'école, c'était impossible. Là, vous étiez un 8e de Kylian Mbappé. Non, pas vraiment. Un 8 millième. Un 8 millième, écoutez, c'est déjà pas mal. Moi, je veux dire un 8 millième de son salaire aussi, si vous voyez. Allez, on termine ces infomédias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 5. Oui, alors c'est le nombre de participants qui nous restait à découvrir dans le casting des Traîtres. M6 a mis fin au suspense. Il y aura donc l'ancienne première dame Valérie Trierweiler, le journaliste Azzedine Ahmed Chaouch, le champion des 12 coups de midi Bruno Ourcade, l'ancien joueur de rugby Maxime Mermoz et le romancier Romain Puertolas, pardon. Ces personnalités viennent compléter une liste déjà bien complète. Alors vous êtes prêts, elle est longue. Il y aura Sylvie Tellier, Laurent Ruquier, son compagnon Hugo Manos, Stomy Bolzi, Lélie Ménian, Crazy Sally, mais aussi Julie Ferrier, Jean-Christophe Bouvet, Studio Daniel, Arthur Lombard, Frédéric Bell, Bruno Solo, Carla Lazzari, Gwendal Marimoutou et Amy Alter. Je crois que j'en connais pas la moitié. On les découvrira dans les Traîtres, voilà. En tout cas, s'il y a une personne que vous devez absolument découvrir la saison prochaine sur Canal+, c'est notre invité du jour. Il s'appelle Alexandre Arrojo et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Au micro, donc c'est le nom de la nouvelle émission que Canal+ a lancée il y a à peu près un mois, au cours de laquelle vous avez effectivement remporté donc la première édition. Vous avez été meilleur que les 10 000 autres candidatures que la chaîne a reçues. Je voudrais que l'on regarde déjà ce moment où vous avez été consacré, vous avez remporté ce titre de vainqueur de micro. Alexandre Arrojo. Vous aviez revu ces images ?
Oui, bien sûr. Ouais. Je les ai revus en famille, ce qui est encore plus émouvant. Mais non, c'était un moment inoubliable pour moi. C'est ouvrir les portes d'un rêve pour un garçon de mon âge. C'est vraiment énorme. Donc vraiment encore merci à Canal+ parce que c'était une expérience de fou. Mais au moment où vous prenez la tête dans vos mains, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'intérieur de votre boîte crânienne? Oui, je pense qu'il y a un petit peu de mal à réaliser déjà parce que ce que les gens voient un peu moins, c'est que c'était une longue histoire pour nous. Les tournages étaient il y a un moment, donc forcément entre le moment où on tourne les choses, où on les vit, et le moment où on a le dénouement, il y a énormément de choses qui se passent dans nos têtes. On se questionne sur notre avenir, sur ce qui se passe à l'heure actuelle, sur voilà à quel point on a été capable d'être bon. Voilà, on remet beaucoup de choses en question et puis on voit d'autres gens avec énormément de talent et on le voit. Ma première pensée, elle est pour Arnaud, l'autre finaliste de cette finale, qui est quelqu'un qui est extraordinaire. Il a une personnalité, une singularité de la voix. Donc voilà, je pense à toutes ces personnes-là et je me dis, il n'y a plus que moi. Et ça, c'est un truc qui est encore un peu difficile à réaliser aujourd'hui, surtout quand après on voit le boom un peu que ça fait sur les réseaux, où les gens m'envoient des messages, me félicitent. Et c'est là où on se rend compte, parce que moi, je le vis pas comme ça, où je me dis, mais en fait, les gens ont vraiment apprécié m'entendre. Et ça, c'est un privilège énorme, je pense, que de pouvoir faire vivre à des gens des bons moments. Donc, voilà, Et alors pour vous, est-ce qu'avoir un badge Canal+, c'est une forme de consécration? Ah, complètement, complètement. Pour moi, le football de Canal+, c'est la meilleure représentation en France. Aujourd'hui, quand on sort dans la rue et qu'on parle de Canal, tout le monde parle football, déjà en premier, Formule 1 forcément, évidemment, et tout ce qu'il y a sur la chaîne. Mais pour moi, c'est un peu la Rolls-Royce du sport. Tout simplement, c'est ça. Et quand j'étais jeune, et je le répète, et je l'ai déjà dit à plein de gens de mon entourage, c'est avec mon père, c'était le dimanche. C'était le dimanche soir, le Canal Football Club, avec Hervé Matou, avec les personnes qui ont le mieux représenté la scène footballistique et journalistique. Donc bon, c'était extraordinaire. Et puis, forcément, quand j'étais petit, il fallait que j'aille me dormir. Donc c'est le début des matchs avant qu'ils soient cryptés tout le temps. Et aujourd'hui, de pouvoir participer à essayer de créer quelque chose, de l'émotion chez les gens et travailler pour Canal pour faire vivre le football en France, c'est énorme. Et comment ont réagi vos proches lorsqu'ils ont découvert que vous aviez remporté cette émission? On sait que le sport et le football, en l'occurrence, prend énormément de place dans votre famille. J'imagine que ça avait vraiment une signification particulière. Oui, très particulière pour tout le monde, pour mon père encore plus, pour ma sœur, une fierté particulière. En plus, ils étaient présents le soir même, donc forcément, c'était beaucoup d'émotions pour tout le monde qui était un peu en train de réaliser. Je pense qu'on passait de l'autre côté de l'écran pour de vrai, cette fois-ci, parce que voilà, c'est sûr que dans l'e-sport et à travers Twitch, c'est un peu différent. Les web TV, voilà, je vous présente pas la différence entre un média traditionnel et Internet. C'est un peu moins accessible que le football. Forcément, c'est moins accessible et beaucoup moins visible. On n'attend pas les mêmes choses. Et donc forcément, passer chez Canal+, et pour mes parents, c'est quelque chose qui a été très fort parce que dans mes choix de vie, ça a été quelque chose que j'ai essayé de transmettre en disant, voilà, moi, une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je voulais absolument travailler dans le football, travailler dans quelque chose qui me passionne. Non pas que l'ingénieur, il me passionnait pas, c'était aussi un domaine extraordinaire, mais forcément, se lever le matin et se dire, on va faire du foot, pour mes parents et pour moi, c'était d'abord presque inimaginable, mais voilà, on travaille pour accéder à nos rêves et une fois que c'est réel pour tout le monde. Mais malgré tout, c'est vrai que vous avez refusé un poste en cybersécurité dans une grande boîte de télécom, ce qui est quand même... normalement, on ne refuse pas ce genre d'offre parce que c'est très bien payé, c'est confortable. Vous l'avez refusé. Vous avez dit à vos parents qu'en gros, la cybersécurité, c'était super, mais que le football, c'était encore mieux. À ce moment-là, ils réagissent comment? Oui, la première réaction de mes parents, c'est oula, t'as quand même beaucoup travaillé pour arriver jusque-là. Et c'est vrai, hein, j'ai beaucoup cravaché. Voilà, les gens savent à quel point aussi la scolarité en France n'est pas évidente, surtout quand on veut viser entre guillemets des filières d'excellence. Donc forcément, mes parents étaient un peu surpris au départ, mais j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts et qui communiquent énormément avec moi. Et je leur ai expliqué ce que moi j'imaginais être le bonheur plus tard, tout simplement. En vrai, c'est un peu ça. Et très appuyé par ma sœur qui m'encourageait énormément à faire ce qui me plaît, tout simplement. Et voilà, après ils ont dit écoute, vas-y, on te soutient. Et puis si un jour de toute façon ça va pas, tu auras toujours ton bagage scolaire, donc tu pourras revenir. Et alors justement, pourquoi vous êtes pas pourquoi est-ce que vous n'êtes pas directement dirigé vers une école de journalisme, par exemple? C'est ce qu'il y a de plus simple pour arriver au métier de commentateur sportif? Oui, complètement. C'est la voie traditionnelle, très clairement. Disons que quand j'étais dans mes études, le foot, c'était vraiment une passion. Et il y a quelque chose qui m'a un peu déconnecté du football à un moment donné, c'est donc d'arriver en... Moi, j'adorais les maths, je me sentais très bien à l'école, j'adorais les études, en réalité, je trouvais ça extraordinaire. Et en fait, à un moment donné, j'ai dû arrêter le football pour me lancer dans les études parce que je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire une classe préparatoire, j'ai envie de faire de l'info, j'ai envie de découvrir la cybersécurité, vraiment assez tôt en réalité, je pense vers 18-19 ans, alors qu'on est quand même loin d'arriver dans le monde professionnel à cet âge-là. Et du coup, je me suis déconnecté un peu du football où je me suis dit, le football c'est super, j'adore ça, mais je vais le vivre vraiment en parallèle, une passion, je vais le consommer avec mes parents, on va le partager. Il y a eu l'Euro 2016, il y a eu les Coupes du Monde, enfin il y a eu plein de choses en France à vivre. Maintenant il y a les JO, donc forcément moi le sport c'était animé. Et
du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire mes études. Et c'est effectivement, quand je me suis lancé dans l'ingénierie, que j'ai commencé à me dire, c'est extraordinaire, mais quand je vois les gens autour de moi qui se sont lancés un peu dans des carrières passion, je me suis dit, la réalité, et parce que j'ai réussi à faire mon trou pendant le Covid sur les réseaux, sur le football, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire et je vais essayer, et au pire, je reviendrai. Voilà. J'aimerais, Alexandre, que l'on reparte un petit peu vers le passé, qu'on se projette à ce moment où vous avez décidé de candidater à cette émission au micro. À partir de quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça y est, c'est pour moi, je vais envoyer ma candidature? Pour être tout à fait honnête, moi, comme je l'ai dit, j'avais une petite communauté sur les réseaux, sur Twitter notamment, X, voilà, où je suivais pas mal le foot, je réagissais à ça, et puis j'avais des gens qui me suivaient. Et en fait, quand il y a eu l'interview de Thomas Sénécal, le directeur des sports de Canal, avec l'équipe, l'article est sorti, et j'ai des gens donc, qui me suivaient, qui m'ont tagué en me disant tiens, tu parles de foot, tu commandes des jeux vidéo, et si c'était pas le bon mélange pour essayer. Et donc de plus en plus, ça s'est vraiment multiplié. Et donc ma copine qui a lu l'article m'a directement dit mais en fait ça, quand je lis l'article, c'est pour toi. Il faut que tu y ailles. Alors moi forcément, je me suis tout de suite dit oula, je n'imagine pas une seule seconde que ça soit possible, mais je fais les choses à fond dans la vie, donc on va essayer, on va envoyer une candidature, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. En fait, votre copine, c'est votre meilleur agent finalement. Ah oui, clairement. Agent, manager, styliste, coiffeur, voilà, elle a des rôles très pluriels. Elle vous a proposé cette petite chemise ouverte aussi, elle a bon goût. Et alors, au total, 10 000 candidatures. Comment vous êtes arrivé dans les 10 profils sélectionnés pour Paris? Alors, il y a eu énormément de steps, forcément, que ce soit Canal ou côté casting. On sent que le cœur de la chose, c'était vraiment d'essayer de trouver les profils pépites, j'imagine. Déjà, je l'ai vu quand je suis arrivé au Parc des Princes, parce que je me suis dit, OK, autour de moi, il y a que des cracks, très honnêtement, ils étaient tous impressionnants. Mais voilà, donc c'est une série d'interviews. D'abord, on nous teste humainement, on vérifie que la personne est passionnée, etc. Ensuite, on nous teste footballistiquement, sur nos connaissances générales, l'histoire du foot. On essaye de voir jusqu'à où on peut aller, ça peut être sur plein de sujets. Et ensuite, on va tester, voilà, aussi un peu, pas tester, mais vérifier que psychologiquement, on est prêt aussi à vivre ce genre d'émission. Donc ça, Canal y prêtait une attention particulière, et ça m'a aussi fait plaisir, parce que je me suis dit, je pars pas dans quelque chose qui est d'ailleurs très différent d'un télécrochet ou d'une télé-réalité. C'est vraiment un entretien d'embauche géant, et il a été très très bien présenté dès le départ par Canal, et c'est ça aussi qui m'a motivé. Et puis ensuite, je suis arrivé dans les 10, et là c'était le rêve, et pour moi déjà d'être dans les 10, c'était un privilège énorme, et à ce moment-là, je ne m'imagine pas du tout passer plus de 2 épreuves. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, voilà, que les épreuves ont commencé pour vous. Quelle est l'épreuve que vous avez préféré faire? Je pense que celle que j'ai préférée, alors on va enlever, je pense, la finale du scope des épreuves, parce que pour moi, c'est forcément le Graal, c'est le rêve d'une vie, commenter un match au stade. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le résumé de match, donc sur le plateau, où en fait, on est dans les conditions du direct, où on nous explique qu'on va venir devant 200 spectateurs, sur le plateau du Canal Champions Club et du Canal Football Club, qui est aménagé pour l'occasion, et on va présenter un sujet d'un match. Alors, c'était particulier parce que j'ai eu un match un peu particulier, j'ai eu Salzbourg-Genk, donc forcément 2 clubs un peu moins connus du grand public, et là l'enjeu pour moi c'était justement de faire découvrir les 2 clubs, et en plus l'histoire qu'il y a derrière ce match, parce que les 4 matchs qui étaient présentés aux 4 demi-finalistes étaient 4 matchs avec beaucoup d'histoire, donc ça j'ai adoré, parce que je me suis senti très à l'aise, j'adore raconter, j'ai aimé aussi ce travail un petit peu d'écriture que j'ai eu à avoir pour justement que les gens comprennent dans quel contexte on est, quel est l'enjeu de ce match qui semble pourtant anodin mais qui ne l'est pas ce jour-là. Donc voilà, je pense que c'est l'épreuve qui m'a vraiment le plus plu. Et alors, est-ce qu'il y en a une que vous avez détestée ou appréhendée plus une autre? Non, j'ai détesté aucune épreuve, honnêtement, parce que toutes les épreuves nous plongent dans le milieu du journaliste de sport, et donc forcément, c'est ultra important d'être, je pense, d'apprécier à l'aise, et surtout, si on n'est pas passionné et que ça nous plaît pas, ça se voit, et je pense que c'est la chose clé pour que la personne qui nous regarde se dise voilà, là il est à l'aise parce qu'en fait il aime ce qu'il fait. Donc celle par contre que j'ai du coup le plus appréhendé, je pense, c'est le multiplex, parce que ce que je trouvais un peu particulier dans le multiplex, c'est pas l'exercice en soi, c'est le contexte un peu de duel, où en fait on est 4 à passer en même temps, et il n'en garde que 2. Donc en fait on arrive à 4 dans une salle, et on sait qu'à la fin de l'épreuve il y en a plus que 2. Donc en plus de devoir performer et de devoir être bon dans le multiplex, on doit être meilleur que au moins 2 autres personnes dans la salle, des personnes avec qui ça a été dit par Canal, et c'est la réalité, on s'est attachés, liés d'amitié, parce que on vient des 3 coins de la France, on ne se connaît pas, mais on est tous attirés par la même chose. Et donc ce contexte-là me mettait un petit peu mal à l'aise, parce que je me disais bon, faut que je sois bon, mais faut que je sois surtout meilleur que les autres, et ça, c'est pas toujours évident. Et pour vous départager, vous étiez face à 3 visages emblématiques du service des sports de Canal+, Laure Boulot, Hervé Matou, David Ginola. Qui a été le plus sympa?
Alors, les trois ont été très sympas. Déjà, il faut le savoir, que ce soit surtout derrière la caméra. Voilà, ils ont été très gentils, très bienveillants. Leur objectif, c'était vraiment de nous former. Dans l'idée d'entretien d'embauche, il y a surtout cette idée de nous accompagner pour grandir en tant que journaliste, parce qu'on a tous un bagage journalistique professionnel qui est à 0%. Donc, ils essayent de le combler petit à petit. Donc, les trois ont été super gentils. Après, voilà, il y a toujours... disons que Hervé avait un peu cette image, Hervé Matou, pardon, avait un peu cette image de bad cop, parce que c'est le seul journaliste, en fait, des trois jurys. Il ne laisse rien passer. Il ne laisse rien passer. À un moment donné, vous avez inventé un adverbe d'ailleurs, il vous l'a reproché. J'ai inventé insistamment. Parce que voilà, je cherchais le mot dans ma tête avec insistance et je me suis dit, allez, on va envoyer insistamment et on va voir si ça passe. Vous savez, quand j'ai regardé sincèrement, je me suis dit, ah tiens, j'avais oublié que cet adverbe existait, mais c'est passé. C'est passé, mais pas pour Hervé Matou. Effectivement, non, mais il a raison, Hervé Matou, parce que ce sont ce genre de détails aussi qui font l'excellence de Canal+, et qui font l'excellence des grands journalistes de sport. Donc forcément, il soulevait des détails qui, certes, pour certaines personnes derrière le télé, qui devaient se dire, ah, ils sont durs avec lui ou avec lui. La réalité, c'est que je ne pense pas. Je pense qu'il était juste. Et après, évidemment, Laure était un peu plus cool parce qu'elle recherchait vraiment la personnalité. Elle cherchait en nous des qualités humaines. Et alors, David Ginola, avec son charisme, avec son histoire de footballeur extraordinaire, comme Laure d'ailleurs, il a été, je pense que ça a été entre guillemets le plus gentil parce que c'est quelqu'un qui humainement montre énormément, même aux gens qu'il ne connaît pas. En tout cas, il s'est très vite attaché à nous et donc on le voit même dans ses interactions avec nous, dans ses regards. Il est très attaché, il a envie de nous voir performer. Donc voilà, on va donner. Il est presque autant ému que vous d'ailleurs lors du reveal, lors de l'émission de vendredi dernier. On le voit, il vous prend dans ses bras. Il est assez touché. Ouais, il est très touché et moi aussi, ça me touchait énormément. C'était un peu le deuxième papa de l'émission. Très honnêtement, il a été ultra encourageant tout le temps dans les épreuves difficiles et surtout, il savait reconnaître la difficulté dans les épreuves, comme les autres jurys d'ailleurs. Et ça nous aidait du coup à nous dire, voilà, ils savent ce qu'on est en train de vivre, donc il faut qu'on le vive à fond et qu'on ait zéro regret. Et David Ginola en a été la grande raison si aujourd'hui tout le monde a adoré se faire cette émission et les épreuves. Et après chaque qualification, vous étiez un petit peu entre la surprise et le soulagement. Comment vous avez vécu cette série de jugements les uns après les autres comme ça, c'était... Ouais, comme dirait Laure Boulot, apparemment un peu à moitié compétiteur. Je pense que c'est mon âme de footballeur qui ressortait un peu. C'est vrai qu'à chaque victoire, j'avais un peu le... On y va, let's go. On va passer encore une étape. Donc non, c'est sûr que, comme je le disais, et c'est très honnête, en fait, à chaque épreuve, mon seul objectif, c'était de sortir en me disant... Avec ce que je sais faire aujourd'hui, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Alors forcément, on peut toujours pas refaire les choses, mais avec le scope de compétences que j'ai à l'heure actuelle, il fallait que je sorte sans regret. Et donc, à chaque fois que je passais une épreuve, je me disais, OK, avec ce que j'ai fait là, ça passe. Donc, c'était forcément beaucoup de soulagement. Et puis, je ne sais pas comment le vivaient les autres concurrents, mais pour moi, c'était un objectif de vie presque. C'était l'ouverture des portes vers le bonheur. Donc, forcément, j'avais cette étoile qui brillait. Et à chaque fois que je passais une étape, j'avais l'impression de m'en rapprocher. Donc, c'est sûr que ça faisait quelque chose. Alors Alexandre, comment les prochains mois vont-ils se passer? Est-ce que vous allez multiplier les rendez-vous avec les ressources humaines pour négocier votre salaire de ministre? Comment ça va se passer? Non, alors il n'y aura pas de multiplication de rendez-vous. Tout est déjà très clair. Canal m'a accompagné déjà dans la démarche, donc c'est allé très sereinement. Et puis la rédaction des sports aussi a le droit de prendre des vacances après cette saison très chargée. Et donc moi aussi, ce qui va se passer, c'est que simplement je vais donc le travail dans lequel je suis actuellement est déjà au courant que ma transition va se faire et il m'encourage. Donc ça c'est une chance énorme. Donc ça va être de conclure et de bien finir avec les gens pour qui je travaille tout de suite et dans l'e-sport et d'enchaîner la transition avec Canal qui est déjà en train de se tracer tranquillement. Hier, j'étais dans les bureaux de Canal avec Thomas Sénécal et toute la direction des sports, avec aussi donc Greg Novak qui sera mon N+1 et on est déjà en train de tranquillement préparer mon arrivée. Mais voilà. Je vais pas avoir l'inélégance de vous demander votre salaire, mais est-ce qu'il y a quand même une négociation qui se met en place entre la direction et vous, ou bien c'est un salaire qui vous est imposé et puis ensuite peut-être que vous aurez la chance de gravir les échelons lors des prochaines saisons? Non, c'est pas un sujet, je pense, qui est très important. Je pense qu'il faut juste savoir qu'avec Canal, ça s'est fait naturellement. Ils savent que c'est une chance pour moi et je pense qu'eux aussi ont compris que c'était une chance pour eux d'avoir, j'espère en tout cas, un profil jeune qui va essayer d'apporter quelque chose, qui va tout donner avec passion. Et donc ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu d'imposition. Non. Parce que justement, alors vous avez 25 ans, bientôt 26 il me semble. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous craignez le regard des autres commentateurs qu'ils aient l'impression qu'on vole un peu leur place ou vous avez ce sentiment-là ou... Non, j'ai pas de crainte particulière parce que j'ai déjà rencontré énormément de personnes de la rédaction des sports, notamment des journalistes, Paul Choucriel, François Marchal, aussi des consultants, des anciens joueurs de foot avec Christophe Jallet, voilà, Clément Gachny aussi qui est présentateur. Il y a plein de profils et toutes ces personnes-là ont été ultra bienveillantes. Alors, on va aller savoir si la bienveillance c'est vrai. Moi, je pense que oui. Je pense que ce sont des gens vraiment bienveillants qui ont envie de m'accompagner et je pense qu'ils ont compris aussi que
que je suis très conscient de l'expérience que j'ai, c'est-à-dire qui est zéro dans le journalisme, et que je suis là pour apprendre à leur côté. Je pense que la réalité des choses, j'ai aucune crainte parce que moi je me dis que je suis là pour justement être accompagné par des gens qui ont 10 ans de carrière, voire plus, qui sont là depuis des années, qui ont envie de m'apprendre des choses, qui depuis déjà vendredi me donnent des conseils. Donc je suis plus dans cette optique d'apprentissage que dans quelconque optique de peur vis-à-vis de qui que ce soit. Ce lundi, nous recevions à votre place la journaliste Anne Fulda, présentatrice de l'heure des... Non, pas l'heure des pros, l'heure des livres. Il y a beaucoup d'heures sur CNews. Elle avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Est-ce qu'il y a des sportifs, des catégories de sportifs qui sont plus difficiles à interviewer que d'autres? Est-ce qu'un boxeur, c'est plus compliqué à interviewer qu'un footballeur ou qu'un nageur de compétition? Voilà, je suis curieuse de savoir. Bonne question. Oui. Est-ce qu'un footballeur, c'est compliqué à interviewer? Alors, c'est une bonne question. Je pense que interviewer un quelconque athlète, ça demande une approche un peu différente. Alors moi, forcément, mon expérience avec les athlètes de haut niveau, elle est très faible. J'ai eu la chance d'interviewer déjà dans un autre contexte e-sport des joueurs du Paris Saint-Germain. Forcément, ils sont un peu plus difficiles à accéder. C'est des garçons qui, en plus, se protègent énormément médiatiquement. Et ils ont raison, parce qu'ils sont dans un club avec beaucoup d'influence. Donc oui, ça demande une approche différente. Et l'exemple que je peux donner, c'est par exemple interviewer un joueur e-sport très connu, quelqu'un qui a 200, 300 000 abonnés. Ça demande encore une approche différente parce que dans l'e-sport, ce sont souvent aussi des créateurs de contenu, ils sont plus à l'aise, ils sont plus ouverts. Donc oui, il y a beaucoup de différences entre un sportif traditionnel et un e-sportif ou d'autres athlètes. Eh bien, merci beaucoup Alexandra Rojo. Vous avez remporté la première édition de Micro sur Canal+. Félicitations à vous et beaucoup de bonheur sur sur les ondes, sur le petit écran. Sur le petit écran, sur la chaîne cryptée. Voilà, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Évidemment sur Canal+. Et le Buzz TV revient dès demain avec Nathalie Saint-Cric. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.